Sans forcément le vouloir, l'ONU a provoqué un tourbillon diplomatique hier. La Cour internationale de justice, qui dépend de l'ONU, vous le savez, a appelé Israël à empêcher tout acte de génocide dans la bande de Gaza. Scandalisé, le Premier ministre israélien parle d'une initiative ignoble. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse et les gens honnêtes du monde entier devraient la rejeter. À la veille de la journée internationale de la commémoration de l'Holocauste, je m'engage une nouvelle fois, en tant que Premier ministre d'Israël, à ce que cela ne se reproduise plus jamais. Israël continuera à se défendre contre le Hamas, une organisation terroriste génocidaire. Et pour en débattre ici en plateau, Aline Lebay-Kremer, bonjour à vous, cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Vincent Hugeux, bonjour à vous. Bonjour. Grand reporter. Aurélien Duchesne, consultant géopolitique et défense LCI, bonjour à vous. Et Olivier Vidrine, bonjour à vous, politologue, rédacteur en chef du journal d'opposition russe Russian Monitor, co-auteur du livre Goodbye Poutine. On est également en direct pour commenter tout cela avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de l'armée israélienne. Bonjour à vous, merci d'être en direct avec nous ce matin sur LCI. On sent bien que tout ça a créé quand même un énorme malaise diplomatique. Il y a une réunion d'urgence du coup qui a été convoquée mercredi. Qu'est-ce que vous en attendez? Des excuses? Je n'ai pas entendu la fin de la question, excusez-moi. Je demandais ce que vous attendiez de cette réunion d'urgence qui est convoquée mercredi à l'ONU. Est-ce que vous attendez des excuses par exemple ou peut-être une clarification des propos? Je vais vous dire, vous savez, l'Afrique du Sud en fait a voulu imputer le crime de Caïn à Abel. Et l'État d'Israël, qui est un État démocratique et qui respecte le droit international, a été d'accord pour paraître devant cette cour sur un sujet qui est évidemment un sujet absurde dans le cas présent, mais n'avons aucun problème pour expliquer ce qui se passe et surtout pour en fait avoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la cour nous donne tout à fait la légitimité de continuer le combat contre le Hamas, qui est pour nous un combat dans une guerre existentielle. Et il est clair qu'on n'a pas attendu la Cour de la Haye pour donner et continuer à apporter l'aide humanitaire aux Gazaouis. Mais nous sommes dans une espèce de grande farce, malheureusement, où l'Afrique du Sud ici a joué un rôle, je dirais, plus que triste. Oui, je précise que si vous parlez de l'Afrique du Sud, c'est parce que c'est effectivement elle, l'Afrique du Sud, qui a initié tout cela et qui a affirmé que Israël violait la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. Juste quand même qu'on se dise bien les choses, si cette résolution a voulu être adoptée, enfin c'est pas une résolution, mais si on a voulu en parler à l'ONU, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'États aujourd'hui qui demandent à ce qu'on lève un peu le pied au niveau de l'armée israélienne parce qu'effectivement les populations gazaouis souffrent. Est-ce que de votre côté, à force d'entendre tout cela, qui est quand même assez massivement répété, vous ne vous dites pas qu'il faut bouger un petit peu, vous n'allez rien bouger, rien changer, pas un seul iota? Est-ce qu'un mensonge répété devient une vérité? Réponse est non. Mais malheureusement, ça peut l'être dans un cadre où les choses ne sont pas très claires. Écoutez, l'État d'Israël est en guerre depuis le 7 octobre, après une attaque dramatique du Hamas. On n'a jamais été en guerre, on ne l'a jamais dit d'ailleurs, que nous étions en guerre contre les Palestiniens, on est en guerre contre le Hamas. Maintenant, le Hamas se cache partout dans la bande de Gaza, là où il y a des civils, des écoles, des mosquées, des centres onusiens de l'ONU entre autres. On a même appris dernièrement que des membres affiliés aux membres de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, ont pris part au massacre du 7 octobre. Et Israël fait tout, encore une fois, dans cette guerre-là, pour éviter que les civils soient impliqués dans les combats. Je rappelle que nous avons aujourd'hui plus de 10 000 terroristes qui ont été éliminés. Et ce chiffre n'est jamais donné par aucun élément, même dans la Cour. D'ailleurs, on n'a pas parlé de 10 000 terroristes du Hamas et du djihad islamique qui ont été éliminés dans cette guerre. Nous sommes dans une guerre juste, une guerre obligatoire. Je rappelle que le Hamas, jusqu'à aujourd'hui, là où nous parlons, bombarde l'État d'Israël dans le sud, a encore 136 otages cachés sans que personne ne puisse les voir. Des médicaments ont dû être apportés, entre autres, grâce à l'aide de la France, mais on ne sait pas à l'heure où nous parlons si un médicament a été donné au moins à un des otages. Donc nous sommes dans une situation où le Hamas, qui lui ne respecte pas le droit international, est le belligérant auquel nous faisons face, mais encore une fois, on l'oublie au nom d'autre chose qui est extrêmement surprenant.
Justement, on a quand même la réaction de l'Espagne, par exemple, qui a salué cette décision de la Cour internationale de justice. On ne peut pas dire que ce soit franchement le Hamas. Bon, déjà, ça nous montre quand même qu'il y a quelque part, je veux dire, une adhésion de certaines nations à ce point de vue de l'ONU. D'autre part, il y a effectivement, vous l'avez mentionné, ce qu'affirme le Hamas, qui dit que c'est un développement important qui isole Israël. Est-ce que de ce point de vue-là, le Hamas n'a pas totalement tort, c'est-à-dire que on a quand même là Israël qui est de plus en plus isolé par rapport aux Occidentaux qui soutenaient massivement Israël au début et qui commencent à dire il est temps un petit peu d'arrêter et de faire en sorte qu'on protège davantage les civils gazaouis. Vous vous rendez compte quand même que vous citez le Hamas, organisation terroriste génocidaire, qui a kidnappé 240 personnes, qui en a tué 1200, décapités, violés, comme source fiable. Je suis en train de reprendre leurs propos pour leur donner raison. Olivier Rafovitch. Le Hamas n'est pas un État. Donc, vous ne pouvez pas prendre le Hamas comme source et ensuite le citer comme étant quelque chose de fiable ou d'intéressant. Vous citez maintenant l'État islamique ou un groupe terroriste génocidaire comme source. Soyons quand même un peu sérieux nous tous. Eh bien écoutez, merci beaucoup colonel Rafovitch d'avoir évoqué votre point de vue ici avec nous sur LCI. Vincent Hugeux, quand même, je maintiens ce que je dis quand même, il y a une pression autour d'Israël sur cette question. Oui, alors d'abord, il est toujours acrobatique d'essayer d'apporter un peu de raison dans un sujet à ce point incandescent. 2 ou 3 observations très simples à cet égard. Le texte de la CIJ, de la Cour internationale de justice, souligne qu'il convient d'empêcher, de prévenir tout acte de génocide et d'autoriser l'entrée d'aide humanitaire à un échelon significatif. Oui, en aucun cas, on dit qu'Israël se livre à un génocide. Ça n'est qu'un rappel au règlement. Oui. C'est-à-dire que vous ayez parmi les participants à ce type de débat des pays ou des individus qui imputent l'accusation génocidaire à Israël ou à tout autre acteur en l'occurrence, oui. Mais revenons au texte de ce qui a été arrêté en l'occurrence. Pour le reste, sur l'isolement, vous voyez bien, la ligne de fracture, elle est très lisible. Quels sont les pays qui ont approuvé sans l'ombre d'une réserve cette démarche? Je parle là de la démarche sud-africaine. Bien sûr. Davantage que du jugement de la décision. Le terme de décision étant un peu aléatoire, puisque vous le savez, il n'y a aucun levier qui peut la rendre exécutoire en la matière. Vous retrouvez la Turquie, l'Iran, alors l'Espagne, vous y faisiez allusion à l'instant, le Qatar, l'Arabie saoudite, par exemple. La France elle-même a émis une petite nuance en rappelant qu'au regard, encore une fois, de la loi autour du concept de génocide, il fallait que l'intentionnalité soit établie. Ce qui laisse à supposer que du côté de Paris, on considère que ça n'est pas le cas. Washington, là encore pas de surprise, considère que c'est sans fondement. Dernière remarque, puisqu'il y a eu dans le propos d'Olivier Rafovitch à l'instant une allusion très claire à l'Afrique du Sud, il faut se souvenir que effectivement l'Afrique du Sud est à l'origine de cette saisine de la Cour internationale de justice et que je dirais que le contentieux avec Israël est ancien. C'est-à-dire toutes les autorités sud-africaines, depuis la fin de l'époque de l'apartheid, ont été très critiques. Souvenez-vous du chaos qui avait été suscité par la première conférence de Durban en 2001, avec notamment cette tentative de faire en sorte qu'il y ait un signe d'égalité entre sionisme et racisme. Ça avait dessiné une ligne de faille alors, très durable, puisque dans une conférence d'Urban ultérieure, c'était en 2009, et ça s'est passé à Genève à l'époque, on avait retrouvé cette ligne de fracture très profonde entre les pros et les antis. Aline Lebacq-Reimer. Je voulais rappeler aussi que dans cette saisine, il est question, la Cour, dans son ordonnance, demande aussi la libération immédiate et inconditionnelle des otages. C'est à souligner tout de même. Vrai, donc, en réalité, sur la sévérité de la chose, donc la France non seulement a émis des nuances, mais Stéphane Séjourné, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale, tout de même a rappelé qu'on était de l'ordre de la faute morale que d'imputer une intention génocidaire à Israël.
ça a été dit, à l'Assemblée nationale. Donc ça fait partie aussi de la position de la France, ça fait partie de la position des États-Unis qui disent qu'il n'y a pas de fondement à cette intention génocidaire, qu'on parle dans cette ordonnance finalement d'un rapport qui doit être mis dans un mois sur la table des juges sur ce que les mesures conservatoires demandées à Israël pour être sûr que ne soit pas commis d'actes génocidaires. Donc on n'est pas exactement dans la condamnation, contrairement à ce que, on le voit, certains réseaux cherchent à instrumentaliser cette décision pour expliquer que Israël est un État génocidaire. Donc ce n'est pas exactement ce qui a été dit très clairement dans cette ordonnance. Donc Israël a un mois pour répondre. Elle a déjà commencé à répondre. Netanyahou a expliqué dans sa réaction qu'il s'engageait à protéger les civils autant qu'il le pouvait, tout en rappelant leur droit à se défendre et à évidemment à envisager de poursuivre l'aide humanitaire. Je voulais rappeler quand même la symbolique forte aussi, y compris dans les réactions, et ça c'est inextricable. Je ne dis pas que c'est fait exprès dans le calendrier de l'ONU, mais c'est vrai qu'accuser Israël de génocide un 27 janvier, ou à la veille d'un 27 janvier, qui est la journée internationale de mémoire dédiée aux victimes de la Shoah, enfin il y a quelque chose, si on avait voulu mettre de l'émotion et quelque chose d'inextricable dans les réactions à ce moment-là précis du calendrier, je pense qu'on n'aurait pas fait mieux. Il y a ça aussi à entendre, et il y a quelque chose de forcément de très chargé autour dans l'emploi du mot génocide à l'endroit d'Israël le 27 janvier. Si on voulait qu'aucune réaction ne soit rationnelle ou empreinte d'un minimum de distance, c'est évidemment raté. Aurélien Duchesne, il y a aussi une autre question qui se pose par-dessus ça, c'est qu'au-delà du symbole, on en est où des opérations de Tsahal dans la bande de Gaza? Parce qu'on nous a dit à un moment le nord, puis le sud, puis les deux. On en est où? Est-ce que ça va un jour toucher à sa fin ou pas du tout? Alors, il y a une concentration des combats ces dernières semaines autour de Khan Younes, donc c'est-à-dire au sud du Wadi Gaza, qui coupe la bande de Gaza en deux. Alors, ce qui a marqué l'actualité ces derniers jours, honnêtement, du côté israélien, c'était la perte de à peu près, je crois, 26 soldats, dont une majorité de réservistes, du fait apparemment d'un accident interne à l'armée israélienne. Le problème est que si on en reste, par exemple, au plan humanitaire, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas eu, par rapport aux dernières semaines, d'amélioration côté israélien. Par exemple, aussi bien dans le ciblage, à un moment, il était question de renouer avec des pratiques telles que le roof knocking pour essayer de faire en sorte d'évacuer un maximum de civils de bâtiments bombardés, etc. Il n'y a pas eu, ces dernières semaines, de progrès sur le plan humanitaire de la part des forces israéliennes, alors qu'on avait pu en voir fin 2023, notamment sur la question de l'eau ou encore du fait d'améliorer le nombre de convois humanitaires qui pouvaient passer du côté égyptien vers Gaza.